Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. On a eu une semaine riche en données économiques américaines cette semaine. On reviendra évidemment dans quelques instants sur l'épisode de très forte tension entre Donald Trump et Jérôme Powell. Avant cela, on va parler quand même des chiffres qui ont été publiés cette semaine, des chiffres côté États-Unis qu'on a beaucoup surveillés. Alors un des plus importants d'entre eux, c'était les chiffres d'inflation, l'inflation CPI, donc aux États-Unis, c'est l'inflation IPC. C'est une des mesures de l'inflation aux États-Unis. On sait qu'il y en a une deuxième qui est l'inflation PCE. Cette mesure arrivera d'ici quelques jours. C'est cette mesure PCE qui est la plus surveillée par la Fed. Mais pour autant, l'inflation CPI est déjà assez riche en enseignements. C'est-à-dire qu'on a eu des chiffres pour l'inflation CPI globale, qui inclut donc tous les éléments, et également sur l'inflation core CPI, qui est donc l'inflation hors alimentation et hors énergie. Ces deux mesures d'inflation ont montré un rebond par rapport au mois précédent, en variation annuelle notamment. On remonte proche des 3% pour l'inflation core, pas tout à fait, 2,9% pour l'inflation core CPI. Donc, pour l'instant, on a un chiffre d'inflation qui n'est pas dramatique, mais qui montre malgré tout une absence de progrès vers l'objectif. Et concernant l'inflation core CPI notamment, nous avions une période assez stable pendant 2 mois, et donc on a un petit rebond qui s'opère maintenant. Donc ça conforte en quelque sorte le discours de la Réserve fédérale, pas seulement de Jérôme Powell, de plusieurs de ses membres, qui est un discours de statu quo pour l'instant, en attendant d'avoir plus de données. Ce genre de données effectivement conforte la Fed dans l'idée que la pause sur les taux est toujours nécessaire. Et on a eu d'ailleurs des membres de la Fed qui sont exprimés de la sorte. Par exemple Kugler, un membre de la Fed, ils sont plusieurs à s'exprimer, mais Kugler a expliqué notamment que l'impact des taxes est encore à venir. C'est-à-dire que pour plusieurs membres de la Fed, c'est pas une question d'un mois à l'autre, c'est une question de process en fait, une question de durée, où pendant plusieurs mois, probablement, nous verrons un rebond des prix aux États-Unis, et que ce processus, que les chiffres du mois de juin, en quelque sorte, ce que nous avons eu là cette semaine, c'était les chiffres du mois de juin, et bien beaucoup disent que c'est à partir du mois de juin effectivement qu'on commence à voir les effets, et que ces effets seront visibles encore pendant plusieurs mois. Et plusieurs membres de la Fed défendent de ce point de vue-là, et on rappelle que c'est également la position de Jérôme Powell. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant on aurait une inflation qui remonte à 6% pour l'inflation sous-jacente, comme on l'avait eu par exemple au pic en 2022, mais pour autant, la question est de savoir si là on se rapproche des 3% pour l'inflation core CPI, est-ce qu'elle montera à 3,3 ou 3,5 par exemple dans les mois qui viennent. Et là effectivement, une fourchette de taux à 4,25, 4,50 est adaptée si effectivement on est dans un processus de rebond de l'inflation et de rebond durable lié aux taxes commerciales. Donc ça c'est une donnée effectivement qui a attiré l'attention cette semaine, qui n'a pas trop dérangé les marchés actions. On a vu, j'ai envie de dire d'ailleurs les marchés actions, il n'y a pas grand chose qui les dérange en ce moment, mais effectivement ils ont assez peu sourcillé sur cette question d'inflation, alors que, et c'est toujours ce qu'il faut répéter, quand l'inflation ne fait pas de nouveau progrès vers l'objectif, que la Fed maintient ses taux à un statu quo, ce que cela signifie c'est que les taux longs américains, les taux à 10 ans, à 30 ans notamment, restent élevés. Des taux qui restent élevés sur les trésoreries, donc les bons du trésor américain, ça veut dire des conditions de crédit qui restent chères, qui restent élevées, donc des taux immobiliers, taux de crédit immobilier, donc taux de crédit hypothécaire aux États-Unis, et crédit consommation également. Alors on se dit, du coup, est-ce que les consommateurs, eux, accusent le coup? Et c'est vrai que cette semaine, on a une donnée sur la consommation qui était plutôt, alors, est-ce qu'on peut dire rassurante? On peut dire en tout cas qu'elle était meilleure qu'attendue. On a eu plus 0,6 au niveau des ventes au détail, donc pour le mois précédent. On attendait plus 0,1%, donc c'est mieux que le consensus. Il faut quand même rappeler, pour avoir un tableau un peu plus complet, que les 2 mois précédents, c'était moins 0,1 suivi d'un moins 0,9. Donc, la question est de savoir, est-ce que ce plus 0,6 sera suivi le mois prochain d'un plus 0,5 ou d'un plus 0,6 à nouveau? Vous voyez, quelque chose qui traduit qu'effectivement, les 2 mois de tassement qu'on avait eu étaient plutôt une forme un peu d'aversion liée au début de la guerre commerciale et qui a pu un peu effrayer les consommateurs. Est-ce que ce sera ça la conclusion, ou est-ce que ce plus 0,6 n'était qu'un rebond avant que les consommateurs poursuivent finalement leur état d'humeur qu'on avait pu voir les 2 mois précédents, où là nous avions un repli. Et c'est vrai que plus les taux américains restent élevés, plus le risque pour le consommateur s'accroît. Encore une fois, par les questions de coût du crédit.
et dans un environnement où on voit qu'effectivement l'emploi reste quand même solide, ça on l'a vu avec le marché sur le rapport sur l'emploi il y a quelques jours, mais on sent quand même que sur l'emploi, on est dans une zone un peu d'équilibre, c'est-à-dire que le gros de l'amélioration du marché de l'emploi, on l'avait évidemment eu post-Covid avec un marché de l'emploi extrêmement tendu, extrêmement dynamique, et qu'ensuite, depuis plusieurs trimestres maintenant, c'est un marché de l'emploi qui s'est totalement normalisé, que ce soit au niveau du taux de chômage qui est un peu remonté, au niveau des créations d'emplois qui sont toujours bonnes, mais nettement moins dynamiques qu'à une époque où on avait encore des 300 ou 400 000 créations d'emplois. Vous voyez, c'est un marché d'emploi qui est sain, qui s'est normalisé, mais qui est donc à la frontière, à la lisière. Et donc, si effectivement l'économie américaine venait à ralentir un petit peu, probablement que ça se verrait sur le taux de chômage assez rapidement du coup, et donc, quid de la consommation? Et on rappelle encore une fois que les prévisions de croissance pour les États-Unis sur l'ensemble de cette année ont, ces derniers mois, été quasiment revu à la baisse partout, au niveau du FMI, de l'OCDE, de la Banque mondiale, au sein même de la Fed également, qui estime désormais qu'on aura une croissance de 1,3% à peu près cette année aux États-Unis, ce qui n'est pas une récession, donc c'est pas dramatique, mais simplement c'est des rythmes de croissance. Si nous avions réellement effectivement une croissance un peu supérieure à 1% cette année aux États-Unis, ce serait une des croissances des plus faibles observées depuis des années aux États-Unis. Or, dans ce genre d'environnement-là, effectivement, des taux qui restent élevés, une économie un peu moins dynamique, est-ce que les consommateurs qui ont montré, en tout cas au moment de la guerre commerciale, du début de la guerre commerciale, une forme de prudence, est-ce que le dernier rebond observé là, le mois dernier, est-ce qu'il est pérenne ou pas? Donc ça sera la question, ce sera un point d'interrogation pour le mois prochain. On a ensuite eu des données cette semaine sur, donc on a eu les prix à la consommation aux États-Unis, les prix à la production, eux en revanche, n'ont pas montré de rebond particulier, même pas de rebond. Si on regarde les variations mensuelles, que ce soit sur la partie PPI ou PPI Core, donc sur les deux mesures, on est à plus de 0,0. Donc il n'y a pas eu de rebond des prix à la production, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que pour autant, il faut en conclure que parce qu'il n'y a pas de rebond des prix à la production, il n'y aura donc pas de rebond de l'inflation? Vous pouvez ne pas avoir de rebond dans les médias sur les prix à la production, mais par contre sur des biens que vous importez et qui sont consommés par les ménages américains et qui ne passent pas forcément du coup par les chaînes de production aux États-Unis, vous pouvez tout à fait avoir un rebond de l'inflation. Donc je dirais que c'est deux choses qui ne sont pas totalement distinctes, mais qui sont quand même pas forcément, qui ne évoluent pas forcément de manière corrélée. Donc c'est quand même mieux de ne pas avoir de progression trop forte des prix à la production. Ce n'est pas forcément en revanche un argument, comment dire, anticiper que l'inflation ne progressera pas. D'ailleurs, il y a des chiffres au niveau de cette inflation, de ces chiffres d'inflation qu'on a eu. Quand on regarde un peu les catégories de biens qui ont été marquées par ces rebonds d'inflation, on remarque qu'une des catégories qui a le plus progressé, c'est tout ce qui est biens et équipements de maison en fait. Et ça faisait partie d'une des catégories qui avait été listée par la Fed il y a déjà quelques mois comme étant susceptible d'être le plus impacté par les nouvelles taxes et les nouveaux droits de douane américains. Et effectivement, quand on regarde cette catégorie de biens, on a un rebond de 1% d'un mois à l'autre. 1% dit comme ça paraît pas énorme, mais quand c'est une variation mensuelle, c'est un rebond très significatif. Et un rebond, d'ailleurs, qui n'a jamais été aussi élevé d'un mois à l'autre depuis 2022, hein, l'année où l'inflation avait vraiment culminé aux États-Unis sur les chiffres d'inflation sous-jacents à plus de 6%. Donc, on voit quand même que il y a des questions qui restent totalement posées sur l'inflation. De nombreux membres de la Fed vont dans ce sens-là et ne sont pas prêts à ajuster les taux pour l'instant. Seul un d'entre eux, qui est très audible, mais on comprend aussi pourquoi, c'est Christopher Waller de la Fed. Lui, il dit carrément, on peut baisser les taux en juillet et puis les ajuster ensuite en fonction de ce que fera l'inflation. C'est un des rares, voire un des seuls à la Fed qui tient ce discours-là. Et est-ce que c'est un discours qui est désintéressé? On sait qu'il fait potentiellement partie de la shortlist de Donald Trump comme nouveau, comme remplaçant en tout cas potentiel à Jérôme Powell, remplaçant de Jérôme Powell l'année prochaine à la fin du mandat de Jérôme Powell. Dans cette liste potentielle, on retrouve effectivement Christopher Waller, on retrouve Warsh également, Kevin, je crois son prénom, Kevin Warsh, un ancien membre de la Fed qui est également pressenti. On a évidemment Scott Bessent, l'actuel secrétaire au Trésor qui pourrait être le prochain président de la Fed, et également Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison Blanche. Voilà les noms qui ressortent assez régulièrement des différentes sources comme un partenaire à cette liste, de cette courte liste donc de prétendants potentiels à la succession de Jérôme Powell. Donc on comprend aussi pourquoi pourquoi Christopher Waller de la Fed s'oppose actuellement très clairement, en tout cas va à l'encontre de la moyenne des propos, on va dire, du consensus qui se tient actuellement au sein de la Fed. Autre élément à donner cette semaine, la confiance des consommateurs. La confiance des consommateurs, alors de l'étude de l'Université du Michigan, nous
nous montre que la confiance est relativement stable. Elle a un tout petit peu progressé par rapport au mois précédent, mais c'est pas dans des variations très importantes. Ce qui est plus à noter, c'est que les anticipations d'inflation des consommateurs sont moins fortes que le mois précédent. Leurs anticipations, notamment d'inflation à 12 mois, elles sont moins fortes, ces anticipations, que le mois précédent, ressorties au-delà de 4 quand même, 4%. Alors effectivement, c'est mieux qu'avant. On rappelle qu'on était monté à plus de 7% il y a 2 ou 3 mois. C'est mieux que ces derniers mois donc. Toutefois, quand on a des anticipations d'inflation qui sont encore assez nettement au-dessus de 4%, c'est des niveaux qui sont encore, anormaux. Ce n'est pas la normalité d'avoir des consommateurs qui considèrent que l'inflation à 12 mois peut encore être dans une zone supérieure à 4%. Parce qu'il suffit de regarder un graphique long terme de cette étude du Michigan et de ces anticipations d'inflation à 12 mois pour se rendre compte qu'avant Covid, pendant des années, on a oscillé entre 2 et 3%. Et peu importe le président qui est en fonction, que ce soit Obama, que ce soit ensuite Trump qui ait pris la succession entre 2016 et 2020, les anticipations à ce moment-là, et c'était déjà Trump à l'époque, donc en 2016-2020, n'avaient pas explosé comme elles ont explosé là. Donc il y a quand même effectivement des questions liées aux taxes commerciales, et ça c'est évident, qui ressortent dans cette étude. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la macro américaine. On a ensuite eu, côté crypto cette fois-ci, une réglementation qui a été votée, une réglementation qui encadre donc les cryptos, mais qui est donc favorable aux cryptos aux États-Unis, qui vise notamment à interdire les devises de banque centrale. Par contre, ça a été pas de loi dans ce sens-là, au contraire, une loi qui interdit en quelque sorte l'émission d'une devise crypto, donc de banque centrale, mais en revanche qui fixe un cadre pour le développement des cryptos, l'usage des cryptos, des stablecoins notamment aux États-Unis. Et donc ça c'est plutôt favorable, on l'a vu toute cette semaine, on a connu une très très forte semaine de hausse, alors pas tellement sur le Bitcoin, mais beaucoup sur l'Ethereum, sur la plupart des autres top 10 cryptos et d'autres cryptos aussi, même des altcoins ou autres qui ont très très largement progressé. Ce contexte évidemment est favorable aux États-Unis à cette poussée. Après, si on s'intéresse au Bitcoin un petit peu par exemple, c'est vrai qu'on a remarqué cette semaine, une semaine qui a été plus hésitante côté Bitcoin, parce qu'il y a peut-être eu un petit peu de rotation aussi. Bitcoin avait largement surperformé par rapport à Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto durant des semaines. Donc peut-être un petit peu de rotation observée. Et puis il y a quelque chose que moi je regarde aussi, c'est le côté un peu corrélé par rapport aux indices. C'est vrai que quand vous regardez le Bitcoin, l'énorme rebond qui s'est dessiné depuis le mois d'avril, il a suivi, je ne dis pas forcément en termes de pourcentage, mais en termes de momentum, il a suivi ce qu'on a vu sur les marchés actions. Très gros rebond sur les marchés actions depuis avril, très gros rebond sur le Bitcoin depuis le mois d'avril. Donc ce que je regarde aussi côté Bitcoin, côté analyse, c'est la sensibilité à l'appétit pour le risque. Si on voit qu'effectivement la volatilité repart un peu sur les marchés actions dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, on surveillera aussi l'appétit pour le Bitcoin, parce que on a eu des moments régulièrement où il y a quand même des corrélations, que ce soit en termes d'appétit pour le risque ou d'aversion pour le risque, côté action, côté Bitcoin notamment. Donc à surveiller quand même de ce côté-là. Au niveau des taux aux États-Unis, on a des taux qui sont restés cette semaine dans une zone 4,40, 4,50 pour le taux 10 ans. On a même eu un 30 américain qui est remonté à un moment donné au-delà de 5%. Donc on va dire que ça reste toujours haut. Ça reste toujours haut. Il y a pas, on n'a pas non plus, on n'est pas sur une phase de réaccélération forte des taux, mais on n'a pas de phase de détente. Donc on reste sur une zone haute, en fait, une espèce de plateau haut comme ça sur les taux. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'évidemment l'environnement de cette semaine et le très gros épisode de fièvre entre Donald Trump et Jérôme Powell a marqué les esprits. On a eu à un moment donné l'impression cette semaine que Jérôme Powell allait réellement se faire virer. De très nombreuses sources de presse, parmi lesquelles les plus sérieuses, Reuters, Bloomberg ou autres, ont rapporté effectivement avoir vu une lettre qui était une lettre qui serait adressée à Jérôme Powell, que Trump a montré à des députés républicains qu'il avait réunis à la Maison Blanche pour l'occasion. Les députés républicains auraient acquiescé sur le fait qu'il fallait effectivement virer Jérôme Powell. Donc tout ceci est parvenu aux oreilles du marché. C'était évidemment une stratégie de Donald Trump. Ces informations n'ont pas fuité, c'est évidemment des informations qui étaient destinées justement à être connues et notamment par l'intéressé, à savoir Jérôme Powell, mais aussi pour faire du bruit, pour montrer que la Maison Blanche est exaspérée par Jérôme Powell. Et de l'autre côté, nous, ce que l'on fait dans le live notamment, c'est de voir qu'effectivement le statu quo de Jérôme Powell, notamment quand on aura les chiffres d'inflation, est totalement justifié à ce stade. Donc on voit vraiment qu'il y a un bras de fer phénoménal, on le voyait déjà ça auparavant, mais il y a vraiment eu un excès de fièvre cette semaine de ce côté-là. Et puis, ce qui est un peu plus, je trouve, un peu plus dangereux, notamment, Trump, on sait qu'il est habitué à ces phases comme ça, extrêmement excessives, des propos très forts ou autres. Ce que je trouve plus problématique, c'est que beaucoup d'autres membres de l'administration se joignent à lui pour dénoncer Jérôme Powell, pour critiquer Jérôme Powell en public, que ce soit des membres de l'administration, ça peut être le secrétaire au commerce, ça peut être le vice-président, ça peut être le même Scott Bessent qui est plus modéré, mais qui quand même
souhaite que les taux baissent aux États-Unis, et ça atteint même le responsable républicain, Johnson notamment, hein, qui lui clairement dit que voilà, là, il y a des erreurs au niveau de la Fed, etc. Donc on voit bien que c'est une attaque groupée en fait, hein, de l'administration américaine, du camp républicain en bonne partie, sur de Jérôme Powell. Et donc, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est une remise en cause de l'indépendance de la Fed. Il n'est pas normal qu'il y ait des discussions, des débats qui s'ouvrent de manière, on va dire, soft. Ça fait partie des démocraties. Par contre, des attaques répétées, du harcèlement, on peut qualifier le comportement de Trump de harcèlement envers Powell, ça c'est quand même beaucoup plus problématique, et surtout quand, hein, dans ce mouvement-là, vous avez une énorme partie de républicains qui se joignent à ça. Et le risque, c'est quoi? C'est qu'effectivement, le marché, pour l'instant, se dise, bon, c'est des menaces, c'est pas mis à exécution. Je ne suis pas sûr que quelqu'un peut affirmer aujourd'hui que Jérôme Powell ne sera pas viré avant la fin de son mandat, parce qu'on voit que Trump, ne pouvant pas le virer sur les questions de politique monétaire, parce que c'est pas dans ses capacités, il va chercher sur le terrain des travaux qui ont été engagés sur les bâtiments de la Fed, qui sont des très gros bâtiments, travaux coûteux, et Donald Trump essaie de chercher une faute là-dedans, une faute de financement, voire une fraude, pour reprendre ces termes, et ça, ce serait un argument effectivement pour virer Jérôme Powell. Donc on voit le côté insistant, si on n'arrive pas à passer par la porte, on va rentrer par la fenêtre pour essayer de virer Powell. Pour l'instant, et c'est ça moi qui me surprend vraiment, c'est que ce marché, quand je dis le marché, ce marché action est extrêmement résilient à tout ça, alors qu'on est quand même sur des attaques particulièrement violentes sur l'indépendance tout simplement de la Fed. Donc jusqu'à quand le marché action va garder cette attitude totalement stoïque par rapport à absolument tout? On rappelle qu'on est là le 18 juillet, 1er août, sur les questions commerciales, on voit que l'Europe prendra ses 30% de taxes s'il n'y a pas d'accord, idem pour le Mexique. On a eu une information sur laquelle 150 lettres avaient été envoyées là, à différents pays, donc il y a une espèce d'embouteillage en fait, hein, avant le 1er août, toujours très très peu d'accords, que quelques accords seulement signés à ce stade. Donc pour moi, le marché est totalement complaisant par rapport à cette situation. Le risque, il est qu'effectivement, au 1er août, s'il n'y a pas d'accord, boum, les taxes montent à 30% pour plein de pays, sachant qu'actuellement, même sans ces hausses de taxes qui entreraient en vigueur au 1er août, nous sommes déjà actuellement sur un taux effectif de droits de douane de 15% aux États-Unis. Dit comme ça ne veut pas forcément dire grand-chose. 15%, c'est 4 fois plus à peu près que le niveau des taxes qui est en vigueur encore en début d'année avant la guerre commerciale. Et ce, avant l'application éventuelle de ces droits de douane supplémentaires au 1er août. Donc, on voit que c'est une situation qui est tout sauf anodine, et d'ailleurs le beige book de la Fed cette semaine, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très regardé, le beige book. Pourtant c'est intéressant parce que c'est un recueil d'informations dans les différents États américains par les banques régionales qui font comme ça remonter des informations sur les consommateurs, sur les entreprises. Et dans le beige book était cité le fait que de nombreuses entreprises américaines parle de répercuter les hausses de prix, donc les taxes commerciales aux consommateurs, et ou d'en absorber elle-même une partie. Mais dans les deux cas, on voit bien qu'il y a un impact quelque part. C'est-à-dire que soit c'est l'entreprise qui décide effectivement pour préserver ses parts de marché et les consommateurs d'absorber une partie des taxes, et donc c'est des marges en moins, soit effectivement elle répercute une partie ou la totalité sur le consommateur, et c'est de l'inflation et c'est de la consommation en moins. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est bien réel, qui est rapporté d'ailleurs par les différentes Fed régionales. C'est bien pour ça que la Fed d'ailleurs ne bouge pas tellement assez tôt par rapport à ces questions de risque d'inflation, et pour autant on voit que le marché à l'action reste totalement insensible à ces éléments-là, qui sont pourtant tous des éléments anodins. Ça questionne la consommation, ça questionne l'inflation, ça questionne les marges des entreprises. Donc, plus la bagarre Trump-Powell qui porte des conséquences, avoir une volatilité aussi faible qu'on l'a actuellement sur les marchés américains, qui eux restent très très proches de leur record, c'est des éléments qui sont questionnants. Voilà. De là à parler de complaisance, moi c'est un terme que j'emploie sans aucun problème depuis plusieurs semaines. Je pense que les marchés sont actuellement 10% trop chers, les marchés américains, par rapport à là où ils devraient être dans ce genre d'environnement assez instable. Voilà ce qu'on peut dire dans ce récap hebdo. Rapidement, pour la semaine prochaine, nous aurons lundi, alors la semaine ne sera pas forcément très très riche en données, mais il y a quand même quelques petites choses intéressantes. Lundi, on aura les flux d'investissement étrangers en Chine. Ça, c'est important pour mesurer l'appétit des investisseurs étrangers pour la Chine en termes d'investissement. On aura évidemment, tout au long de la semaine, les résultats des entreprises qui vont se poursuivre en Europe et aux États-Unis. Mardi, on aura un discours de Jérôme Powell à surveiller, évidemment, qui sera très attendu après le gros épisode de fièvre de cette semaine. Donc, Jérôme Powell s'exprimera dans un discours qui est prévu à l'avance, mardi. Mercredi, on aura la confiance des consommateurs en Europe. On aura également les chiffres immobiliers américains avec les ventes de logements existants aux États-Unis. Jeudi, journée intéressante sur les PMI, tout ce qui est indice d'activité en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis.
dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services. Donc c'est toujours un moment intéressant à suivre, hein, les indicateurs PMI, sachant qu'en plus on est PMI flash, hein, donc c'est la première version du chiffre qui est toujours la plus regardée. On aura la réunion de la Banque Centrale Européenne. Sans surprise, normalement, il n'y aura pas de baisse de taux supplémentaire. On a bien compris que la BCE voulait faire une pause. On aura des chiffres de vente de logements neufs aux États-Unis jeudi prochain. Et on finira par les commandes de biens durables américaines en fin de semaine prochaine. Voilà pour ce récap hebdo. Je serai off pendant 15 jours. Donc, retour des podcasts la première semaine du mois d'août. À tous un excellent week-end et de bonnes vacances à ceux qui en prennent.